Madison Middleton est décédée lors d'une nuit qui semblait ordinaire, jusqu'à ce que les circonstances de sa mort commencent à se compliquer. Ses proches affirmaient n'avoir rien entendu, mais le dossier d'enquête révélait une toute autre histoire. Au début de l'enquête policière, un simple détail chronologique s'est avéré être la clé de toute l'affaire. Des questions sont restées sans réponse directe et des vérités n'ont émergé que trop tard. L'affaire Madison Middleton est plus qu'une simple tragédie personnelle. C'est un rappel glaçant de ce que nous avons tendance à négliger. Le 26 juillet 2015, à 18h08, un appel affolé au 911 a été passé depuis le complexe résidentiel du Tannery Arts Center, à Santa Cruz, en Californie. Une mère, la voix tremblante, a signalé la disparition de sa fille. La petite avait été vue pour la dernière fois en train de faire joyeusement de la trottinette dans la cour du complexe. Après 17 heures, plus personne ne l'avait revue. En larmes, la mère a fourni à la police des informations essentielles. Sa fille n'avait que 8 ans, mesurait environ 1,22 m, pesait près de 22 kg, avait les cheveux bruns, portait un casque noir et une robe violette, et circulait sur une petite trottinette blanche. Le nom qui a bouleversé tous ceux qui l'ont entendu. Madison Middleton, surnommée Maddie. À cet instant précis, toutes les énergies ont été mobilisées pour rechercher la fillette de 8 ans, disparue soudainement en l'espace de quelques minutes. Madison Middleton, affectueusement appelée Maddie, vivait avec sa mère, Laura Jordan, au Tannery Arts Center. Son père, Michael Middleton, bien qu'il ne résidât pas sous le même toit, restait très présent dans la vie de sa fille. Après la naissance de Maddie, ses parents se sont séparés mais ont continué à assumer ensemble la responsabilité de son éducation. Laura s'occupait d'elle au quotidien, tandis que Michael était toujours là pour les moments importants, offrant à Maddie l'amour et le soutien qu'un père souhaite donner à sa petite fille. Le Tannery Arts Center n'était pas seulement leur lieu de résidence, mais une communauté singulière d'artistes et de familles, où des logements abordables se mêlaient à un esprit créatif. Les voisins y étaient aussi proches qu'une famille, créant souvent des œuvres ensemble et élevant leurs enfants côte à côte. Chaque après-midi, les enfants se précipitaient dans la cour pour jouer. Pour une petite fille passionnée de peinture et de créativité comme Maddie, cet endroit semblait être le cadre idéal pour grandir. Maddie passait souvent des heures à dessiner de petits animaux, qu'elle transformait ensuite en personnages pour des pièces de théâtre et des histoires qu'elle inventait elle-même. Elle aimait aussi chanter, danser et peindre, toujours animée par une énergie lumineuse et une imagination foisonnante. Sa mère, Laura, décrivait souvent Maddie comme une enfant d'une générosité peu commune. Elle était fréquemment la première à proposer son aide ou à réconforter ceux qui semblaient perdus ou avaient besoin d'être rassurés. Chez Maddie, l'intelligence et une intuition très fine se mêlaient à la curiosité naturelle de l'enfance, ce qui la rendait constamment pleine d'entrain. Son sourire la quittait rarement. Au sein du complexe résidentiel, tout le monde la connaissait sous le surnom affectueux de Chatty Maddie, la petite fille qui aimait parler. Maddie engageait facilement la conversation avec n'importe qui, enfant comme adulte, et parvenait toujours, d'une manière ou d'une autre, à faire naître chez les autres un sentiment de joie et de chaleur humaine. Dimanche 26 juillet, Maddie profitait d'un simple après-midi de week-end dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère. Ce jour-là, une amie de Laura est passée lui rendre visite pour jouer aux échecs, tandis que les adultes étaient absorbés par leur partie. Maddie était assise à proximité, attendant patiemment, les yeux brillants de l'impatience propre à une enfant de 8 ans. Quelques jours auparavant, elle avait reçu une trottinette blanche, et depuis, elle se réjouissait à l'idée de l'utiliser à nouveau dans la cour du complexe pour faire quelques tours. Constatant que sa mère était toujours occupée, elle a décidé de sortir seule, agrippant le guidon de sa nouvelle trottinette, impatiente de profiter de la fin d'après-midi avant la tombée de la nuit. Aux alentours de 16 heures, plusieurs voisins ont vu Maddie circuler joyeusement sur sa trottinette blanche. Pendant plus d'une heure ensuite, elle a encore été aperçue à différents endroits du complexe, se déplaçant, riant et s'arrêtant parfois pour échanger quelques mots avec d'autres enfants. Avec son caractère ouvert et enjoué, Maddie semblait parfaitement à l'aise. Même lorsqu'elle jouait seule, à 17h07, un voisin l'a vue passer près de la rangée de boîtes aux lettres du complexe.
Ce fut la dernière image que quiconque eut de Maddie. Quelques minutes plus tard, la fillette de 8 ans disparaissait sans laisser la moindre trace. Lorsque sa fille ne rentra pas, Laura pensa d'abord que Maddie s'était peut-être arrêtée chez un ami pour jouer. Dans le complexe, elle commença aussitôt à frapper aux portes sur l'ensemble de la propriété, qui s'étendait sur près de 3 hectares et comptait environ 100 appartements regroupés les uns à côté des autres. Mais la réponse fut toujours la même. Non, nous n'avons pas vu Maddie. L'inquiétude se transforma rapidement en panique. Maddie avait totalement disparu. En l'espace de quelques minutes seulement, une enfant habituellement rayonnante, qui connaissait chaque recoin de la cour du tannery, était soudain introuvable. La police arriva rapidement sur place et lança les premières points de recherche. La famille insista sur un point essentiel. Bien que Maddie fût une petite fille sûre d'elle, elle connaissait parfaitement les règles fixées par ses parents: ne jamais aller trop loin, ne jamais errer seule et ne jamais parler à des inconnus. Cela rendait sa disparition encore plus incompréhensible et angoissante. Les enquêteurs comprirent très vite que le cas de Maddie n'avait rien d'ordinaire. Il ne s'agissait pas simplement d'une enfant qui aurait joué trop longtemps hors de chez elle. Pourtant, aucune alerte Amber. Le système d'alerte d'urgence déclenché à l'échelle de l'État lorsqu'un enfant est considéré comme en danger d'enlèvement ne fut diffusé. La police expliqua que les critères n'étaient pas remplis. Aucun élément ne prouvait que Maddie avait été enlevée de force et aucune information n'était disponible concernant un suspect ou un véhicule. Cette décision plongea la famille et la communauté dans un état de choc et de profonde inquiétude, tandis que la précieuse fenêtre de temps pour retrouver Maddie se refermait inexorablement. Je m'appelle Kirby. Je connais Kerrville. Regardez juste là-bas. D'accord. Que pouvez-vous nous dire sur ce qu'elle faisait ici dehors? Elle roulait sur sa toute nouvelle trottinette. C'est une Razor blanche. Elle portait un casque noir. Elle portait une robe violette. Et elle était tout simplement aussi heureuse que possible, en train de se promener. Vous savez, avez-vous vérifié avec ses amis pour voir si elle était avec eux? Absolument. Nous avons fouillé toute la tannerie porte par porte. Les agents sont allés de porte en porte à chaque niveau. Nous avons regardé les caméras. Nous avons eu des équipes de recherche toute la nuit. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il un autre ami? Un ami adulte avec qui elle aurait pu se lier? Ou quelque chose comme ça? Pas que je sache. A-t-elle déjà fait quelque chose comme ça? Rien, jamais, jamais. Elle n'a jamais quitté la propriété de la tannerie. Elle sait où elle est autorisée et non autorisée à être ici. Elle était, vous savez, dans la cour, là où elle devait être. Elle est venue ici. Et c'est la dernière fois que nous l'avons vue sur la vidéosurveillance. Alors où est-ce qu'elle est allée? Je veux dire, je dois demander, vous savez, à quel point est-ce difficile de savoir que vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose. Je veux dire, vous faites ce que vous pouvez, mais je me suis déjà effondrée. Maintenant, je suis juste en mode survie. Je ne peux pas expliquer à quel point c'est difficile. Personne ne devrait avoir à traverser ça. Des centaines de bénévoles ont afflué à Santa Cruz pour participer aux recherches. La police a indiqué avoir reçu plus de 1000 signalements en moins de 24 heures, reflet de l'inquiétude et de l'attention du public. Tous espéraient un miracle qui permettrait de ramener Maddie saine et sauve. Lorsque l'enquête a dépassé le seuil des 24 heures, les enquêteurs ont commencé à modifier leur stratégie. Ils ont compris qu'au vu du laps de temps très court durant lequel Maddie avait disparu, la réponse ne se trouvait probablement pas loin, mais à l'intérieur même du complexe du tannery. Les autorités ont alors décidé de resserrer le périmètre, en se concentrant sur une fouille approfondie et méthodique de chaque bâtiment et de chaque recoin de l'ensemble résidentiel, autrefois considéré comme sûr. Un peu plus d'un jour après le début des recherches, celles-ci ont pris fin de manière brutale et bouleversante. Le 27 juillet, à 20h, la police a fait une découverte tragique au rez-de-chaussée du parking du complexe d'appartements du tannery, confirmant les pires craintes de la communauté. La nouvelle s'est répandue rapidement, plongeant le quartier dans la stupeur. Moins de 24 heures plus tôt, Maddie circulait encore joyeusement sur sa trottinette blanche dans la cour. Désormais, la police le confirmait. Le corps retrouvé était celui de Madison Middleton, âgé de 8 ans. Le soir même, les résidents ont été priés de quitter leurs appartements et de se rassembler à l'extérieur, tandis que les autorités bouclaient la zone souterraine du complexe.
Un officier a déclaré « Les analyses médico-légales et l'autopsie nous apporteront des réponses. » Mais à cet instant, nous ne savons pas. Nous ne savons vraiment pas. Un corps que l'on pense être celui de Madison Middleton, âgé de 8 ans, a été retrouvé dans une benne à ordures près de son domicile, presque 24 heures après sa disparition, à 8 heures du soir hier. La police a soudainement fait sortir les habitants et a repoussé tout le monde dans la rue après que les restes de Maddie ont été découverts sous le complexe. Une analyse médico-légale est en cours. L'autopsie déterminera ses résultats. À ce stade, nous ne savons pas, nous ne savons tout simplement pas. L'un des enquêteurs a confié que le cœur de tous s'était serré lorsque le corps de Maddie a été retrouvé. Mais cette douleur a rapidement laissé place à une détermination sans faille. L'affaire de disparition d'enfants était désormais officiellement devenue une enquête criminelle majeure. Peu de temps après, la police a annoncé une nouvelle bouleversante. Un suspect avait été interpellé. La police de Santa Cruz, en Californie, avait placé en état d'arrestation un garçon de 15 ans en lien avec la disparition et la mort apparente d'une fillette de 8 ans. Ce qui a rendu cette affaire encore plus choquant, c'est que le suspect n'était pas un inconnu, mais un adolescent de 15 ans qui vivait dans le même complexe résidentiel que Maddie. Hier soir, nos caméras étaient sur place lorsque la police a placé un voisin en garde à vue. Nous avons flouté son image. Hier, en début de soirée, nous avons vu une femme en détresse piétiner et crier sur le parking du complexe d'appartements où cette arrestation a eu lieu. Des voisins nous disent qu'il s'agit de la mère de cet adolescent. Vers 19h55, un détective de la police de Santa Cruz a effectué un second ratissage plus approfondi du complexe, lequel comprenait la fouille d'un bac de recyclage situé dans une enceinte du parking au premier étage, au complexe du Chantry Art Center. Le corps de Maddie a été retrouvé à l'intérieur de ce bac de recyclage. Je dirais simplement que le corps de Maddie était dissimulé dans un bac de recyclage d'une manière qui n'était ni évidente ni immédiatement perceptible. Un adolescent de 15 ans, résidant dans un appartement de la propriété, à l'étage, se trouvait à proximité de l'endroit où le corps de Maddie a été découvert et il était présent lorsque Maddie a été localisée. Il a ensuite été placé en garde à vue, conduit au département de police de Santa Cruz et interrogé. Des enquêteurs du département de police de Santa Cruz ont interrogé cet individu jusque tard dans la nuit, tôt ce matin, et il a ensuite été arrêté pour le meurtre de Madison Olsen. De plus, les enquêteurs ont trouvé des éléments de preuve reliant le suspect à ce crime horrible. Il apparaît qu'elle a été attirée volontairement dans l'appartement du suspect. De plus, nous avons déterminé que Maddie a été tuée à l'intérieur de l'appartement du suspect, que le suspect a agi seul et non de concert avec quelqu'un d'autre. Je tiens à remercier les membres de mon équipe qui ont travaillé sans relâche tout au long de cette enquête. Beaucoup ont travaillé 36 heures d'affilée, portés par notre désir et notre espoir de retrouver Maddie saine et sauve. Je suis sûr que vous pouvez tous comprendre cela, en tant que parent moi-même, et pour beaucoup d'entre vous qui êtes parents, cela a été absolument dévastateur pour moi personnellement et pour mon équipe. Vous savez, mon équipe espérait tellement que nous allions la retrouver vivante lorsque la nouvelle est tombée hier soir, qu'elle n'était pas en vie. C'était difficile, ça l'est encore. Le 28 juillet, à 21h, soit seulement un jour après l'annonce de la terrible nouvelle, la communauté de Santa Cruz s'est rassemblée pour une veillée de prière en mémoire de Maddie. Beaucoup de gens en ville et ailleurs se sont promenés comme engourdis. Vous savez, c'est comme ça que je me sens. J'ai l'impression de marcher en étant engourdi. Je ne pourrais même pas imaginer si c'était quelqu'un que j'aime, quelqu'un dont j'étais proche. Dans un premier temps, en raison de son âge, l'identité de l'adolescent interpellé est restée confidentielle. Mais cette situation a rapidement évolué lorsque le procureur du comté de Santa Cruz, Jeff Rosell, s'est présenté devant la presse. Il a déclaré que les enquêteurs avaient réuni suffisamment d'éléments pour engager des poursuites contre le suspect. Et celle-ci ne se limitait pas à un homicide. Jeff Rosell a annoncé que l'adolescent serait jugé comme un adulte et poursuivi pour des chefs d'accusation graves.
notamment enlèvement et agression à caractère sexuel. La loi permet, dans certaines circonstances et pour certains types d'infractions, de déterminer si l'on souhaite ou non poursuivre une personne en tant qu'adulte ou si elle est poursuivie en tant que mineure. Sur la base des informations dont nous disposons à ce stade, il semble effectivement y avoir des chefs d'accusation qui peuvent être retenus comme pour un adulte et nous envisageons cela très sérieusement. Ce sont le type de chef d'accusation et le type d'infraction qui peuvent légalement être poursuivis de cette manière. L'identité du suspect a rapidement été rendue publique. Adrian Jerry Gonzalez, communément appelé AG. Il vivait au Tannery depuis 6 ans avec sa mère. Pour les résidents du complexe, l'annonce a provoqué un choc profondément dévastateur. Beaucoup ont d'abord cru à un tragique accident, pensant qu'AJ avait paniqué avant de tenter de dissimuler ce qui s'était passé. Mais à mesure que des éléments sont apparus, cette hypothèse s'est totalement effondrée. Les voisins décrivaient auparavant AG comme un adolescent aimable et poli, souvent présent dans la cour avec les plus jeunes, leur apprenant des figures de yo-yo, quelques airs simples au piano, et jouant même un rôle de mentor bienveillant auprès de nombreux enfants. La communauté voyait alors en AJ un modèle sûr pour les enfants du complexe. Désormais, le fait qu'il soit poursuivi en lien avec la mort de Maddie constituait une réalité inimaginable. Un voisin a déclaré avec émotion « Nous adorions ce garçon, vraiment. Tout le monde aimait IG. Si vous nous aviez posé la question, nous aurions dit que c'était un enfant exemplaire. » Mais à côté de ces témoignages élogieux, d'autres résidents ont évoqué des éléments plus préoccupants. Selon eux, certaines publications d'AJ sur les réseaux sociaux révélaient une facette plus sombre, à travers des légendes jugées inquiétantes. Quelqu'un se souvenait l'avoir vu se montrer brutal avec le chien de sa famille. Des années auparavant, un ancien ami avait même encouragé AJ à demander de l'aide après qu'il eut un jour évoqué le fait de se faire du mal. Ces contradictions, entre l'image d'un enfant modèle et des signaux d'alerte passés inaperçus, faisaient désormais partie du tableau que la communauté tentait, avec difficulté, de comprendre. Ce qui a attiré l'attention de la police sur AJ ce jour-là, c'est son attitude. Il se tenait à proximité, observant attentivement chacun des gestes des autorités, tandis qu'elles inspectaient les conteneurs à déchets du complexe. Puis, au moment précis où les agents ont découvert le corps de Maddie, AJ a soudainement pris la fuite, alors même qu'il ne pouvait pas voir ce que les policiers venaient de trouver. Auparavant, AJ s'était montré très volontaire pour aider aux recherches, parcourant le complexe et interrogeant les résidents sur ce qu'ils avaient vu ou entendu. Dans un premier temps, ce comportement avait semblé anodin, presque celui d'un adolescent désireux de se rendre utile. Mais après sa fuite soudaine et lors de son interrogatoire, la police a rapidement compris que quelque chose n'allait pas, et qu'AJ semblait dissimuler un secret sombre. Les autorités n'ont pas communiqué de détails précis concernant les déclarations d'AJ ni les éléments recueillis dans son appartement, en partie en raison de son âge et des restrictions légales encadrant la diffusion publique de ces informations. Le lendemain, les médecins légistes ont procédé à l'autopsie du corps de Maddie. Ils ont établi l'existence de preuves claires de violence, confirmant que Maddie avait été agressée avant de perdre la vie. Les constatations faisaient état de signes de lutte et de graves atteintes. Ce crime a profondément ébranlé la communauté. Et ce que la fillette innocente de 8 ans a enduré a laissé un traumatisme indélébile à sa famille, ainsi qu'à l'ensemble de Santa Cruz. Après avoir été formellement interrogé, AJ a reconnu l'ensemble des faits. Il a avoué avoir attiré Maddie dans son appartement en lui promettant une glace, un détail qui a profondément choqué toute la communauté, car la fillette connaissait et faisait confiance à cet adolescent du voisinage. Tandis que Maddie se servait de la glace dans la cuisine, AJ l'a soudainement attaquée par derrière. Il l'a maîtrisée et a commis des actes de violence qui ont conduit à sa disparition tragique, avant de tenter de dissimuler ce qu'il avait fait. Ce qui s'est révélé encore plus glaçant, c'est que, réalisant ensuite qu'elle était toujours en vie, il lui a infligé des blessures mortelles qui ont finalement mis fin à sa vie. Le coroner a confirmé que la cause du décès était une asphyxie, étayée par des éléments médico-légaux compatibles avec l'agression précédemment subie. Le procureur du comté, Jeff Roselle, a déclaré « Nous traduirons AJ en justice ». Il encourt l'une des peines les plus sévères prévues par la loi. Il a souligné qu'au regard de l'extrême gravité des faits,
le fait de poursuivre et de juger AJ comme un adulte constituait la seule voie appropriée. Jeff Rosell a décrit AJ comme un individu dangereux représentant une menace durable pour la société. Ajoutant que celle-ci ne pouvait accepter sa présence, le juge Salazar a partagé l'analyse du procureur. Il a statué que le procès d'AJ se tiendrait devant une juridiction pour adultes et non devant un tribunal pour mineurs. Dans sa décision, il a invoqué la proposition 57, une loi adoptée par les électeurs de Californie qui confère au juge le pouvoir de décider si un mineur doit être jugé en tant qu'adulte. AJ a plaidé non coupable, bien qu'il ait auparavant reconnu les faits lors de son interrogatoire. Son équipe de défense a immédiatement tenté d'inverser la procédure, cherchant à faire juger l'affaire par un tribunal pour mineurs plutôt que par une juridiction pour adultes. Les avocats ont invoqué le Senate Bill 1391, une loi récente et controversée qui interdit de juger comme adultes les mineurs âgés de 14 à 15 ans, quelle que soit la gravité des faits reprochés. La défense a soutenu que les actes criminels d'AJ trouvaient leur origine dans une enfance instable, des difficultés scolaires et un isolement social, et non dans une nature intrinsèquement violente. Cependant, des personnes connaissant bien la famille Gonzalez ont fermement contesté ces affirmations. Selon elles, ces arguments ne correspondèrent pas à la réalité. Elles ont expliqué que la mère d'AJ, Reggie, avait quitté son ancien mari lorsque la relation était devenue abusive et qu'à partir de ce moment-là, elle avait toujours placé ses enfants au centre de ses priorités. D'après leurs témoignages, AJ a grandi dans un foyer aimant et a reçu toute l'attention et les soins que sa mère était en mesure de lui offrir. Bien que Reggie ait connu par le passé des difficultés liées à la drogue et à l'alcool, elle s'en était remise et avait travaillé avec détermination pour réparer les conséquences de cette période. Pour ceux qui connaissaient à la famille, AJ ne provenait pas d'un environnement dépourvu d'amour, contrairement à ce que la défense avait tenté de dépeindre. La police et le parquet ont insisté sur le fait que de nombreuses personnes grandissent dans des conditions bien plus difficiles que celles d'AJ, sans pour autant choisir la voie de la criminalité. Selon eux, invoquer l'enfance et le contexte familial pour justifier des actes d'une telle cruauté ne faisait qu'accentuer le caractère tragique de l'affaire. L'indignation s'est rapidement propagée au sein de la communauté. Des milliers de personnes ont signé une pétition visant à empêcher l'application du Senate Bill 1391 à ce dossier. Toutefois, toutes ces démarches sont restées vaines, à l'issue d'une série de débats et de recours introduits par la défense. La Cour suprême a finalement statué que l'affaire concernant AJ serait renvoyée devant une juridiction pour mineurs. Passons maintenant à notre principal sujet de ce soir. L'homme accusé de l'agression brutale et du meurtre de Maddie Middleton, âgée de 8 ans, sera de nouveau jugé en tant que mineur. La Cour suprême de Californie a statué en faveur du maintien d'une loi de 2018 empêchant que des mineurs soient jugés comme des adultes si le crime a été commis lorsqu'ils avaient 14 ou 15 ans. Adrian Gonzalez avait 15 ans lorsqu'il aurait agressé sexuellement et tué Middleton dans l'appartement de sa mère à Santa Cruz en 2015. Ces dernières années, Gonzalez se trouvait dans le système pour adultes, détenu à la prison du comté de Santa Cruz, absolument décevant. Tels sont les mots de la famille de Maddie Middleton. Jeudi matin, la Cour suprême de Californie a voté pour maintenir le projet de loi du Sénat numéro 1391 dans l'affaire OG contre la Cour supérieure du comté de Ventura, qui stipule que les jeunes de 14 et 15 ans ne peuvent pas être transférés devant un tribunal pour adultes. Nous sommes extrêmement déçus. J'ai parlé à certains membres de la famille et ils sont absolument dévastés. Ce n'est pas une personne qui, sur la base de toutes les preuves que nous avons entendues pendant 9 semaines de la part d'experts de tout l'État, peut être considérée comme sûre si elle est remise en liberté dans un établissement pour mineurs. Il a très bien réagi au programme, aux services et au soutien offert dans la structure du centre. Les enfants peuvent y recevoir un traitement et ne sont pas simplement envoyés dans une prison pour adultes, où ils risquent d'apprendre de très mauvaises habitudes. La décision de transférer l'affaire devant un tribunal pour mineurs a suscité une opposition farouche. La communauté de Santa Cruz a été bouleversée à l'idée qu'un crime d'une telle brutalité, commis à l'encontre d'une enfant particulièrement vulnérable, puisse se solder par seulement quelques années de détention. Même le juge Salazar a exprimé sa frustration.
Il a déclaré être lié par la nouvelle loi et ne pas avoir d'autre choix. Selon lui, le fait de maintenir dans le système pour mineurs tous les adolescents âgés de 14 et 15 ans poursuivis pour des crimes violents graves, y compris des infractions classées au premier degré, ne garantissait pas la sécurité de la communauté. Il a souligné que tous ne pouvaient ne pas nécessairement être réhabilités sans danger pour la société. À la suite de cette décision controversée, en avril 2021, Adrian Jerry Gonzalez a changé de position de manière inattendue. Après des années de contestation, AJ a cette fois reconnu l'ensemble de ses actes devant le tribunal. Il a officiellement plaidé coupable de 6 chefs d'accusation, dont l'enlèvement, une agression à caractère sexuel et le meurtre de Maddie Middleton, un crime qui hantait la communauté de Santa Cruz depuis plus de 5 ans. Avant que la peine ne soit prononcée, AJ s'est tourné vers la famille de Maddie et a déclaré qu'il espérait qu'un jour, elle pourrait lui accorder son pardon. Ce soir, un développement majeur dans l'affaire du meurtre de Maddie Middleton, âgée de 8 ans. Aujourd'hui, au tribunal, le suspect, Adrian AJ Gonzalez, a plaidé coupable de toutes les accusations. Finalement, AJ a officiellement plaidé coupable de 6 chefs d'accusation graves, dont l'enlèvement, une agression à caractère sexuel et le meurtre de Maddie. Un crime commis plus de 5 ans auparavant, avant le prononcé de la peine. AJ s'est tourné vers la famille de la victime et a déclaré espérer qu'un jour, il obtiendrait leur pardon. Debout devant le tribunal, la voix tremblante, il a affirmé « Je comprends qu'aucun mot ne pourra jamais compenser la douleur et la perte que j'ai causée. Mon objectif désormais est d'affronter mes propres problèmes afin que personne d'autre n'ait à traverser ce que votre famille a enduré. Je sais que cela ne change pas le fait que j'ai apporté tragédie et dévastation. J'espère seulement qu'avec le temps, alors que je passerai ma vie à réfléchir et à demander pardon, votre famille pourra trouver un certain apaisement et accepter ses excuses. » Le père de Maddie, Michael, s'est exprimé avec un mélange de tristesse et de sérénité, déclarant qu'il avait accepté une perte irréversible et choisi de pardonner à AJ. Il a reconnu que le pardon n'effaçait pas la douleur, mais qu'il lui apportait une forme de paix intérieure. L'autre option serait de s'accrocher à l'obscurité, et cela ne ferait que détruire lentement mon âme. Je refuse de laisser la haine empoisonner ma vie. Le pardon est la seule voie. Je crois que Madison serait d'accord. Laura, la mère de Maddie, a décrit une détresse plus profonde encore. La mort de sa fille l'avait plongée dans une période de dépression, d'anxiété et de stress post-traumatique si sévère qu'elle n'était plus en mesure de travailler. Ses blessures psychologiques, a-t-elle expliqué, étaient loin d'être guéries. Même l'avocat d'AJ a reconnu un certain soulagement de voir l'affaire parvenir à son terme, estimant qu'au moins la famille de Maddie n'aurait plus à endurer des procédures judiciaires longues et douloureuses. Si AJ avait été jugé par une juridiction pour adultes, il aurait encouru une peine extrêmement lourde, allant de 126 ans de prison à la réclusion à perpétuité. Mais après le transfert du dossier devant le tribunal pour mineurs, la sanction est devenue radicalement différente, bien plus légère, ce qui est alors devenu le cœur d'une vive controverse. Bonsoir. Notre principal sujet ce soir. Des personnes se sont rassemblées plus tôt aujourd'hui devant le palais de justice du comté de Santa Cruz pour protester contre la sentence. En vertu de la loi californienne, Gonzalez doit être condamné en tant que mineur. Gonzalez avait 15 ans, presque 16, lorsqu'il a tué Maddie Middleton. Pour cette raison, parce qu'il était un enfant au moment du meurtre, il sera libéré dans seulement 4 ans, lorsqu'il aura 25 ans. Le juge Salazar, lié par la législation en vigueur, a prononcé la peine maximale qu'il était autorisé à infliger. Conformément à la loi, AJ ne pouvait être maintenu en détention que jusqu'à son 25e anniversaire, fixé à octobre 2024. Toutefois, sa libération à cette date n'est pas garantie. Le tribunal conserve en effet le pouvoir d'examiner des requêtes visant à prolonger sa détention s'il existe des raisons de considérer qu'AJ représente toujours un danger pour la communauté. Malgré cela, le procureur du comté, Jeff Rosell, a fait part de sa profonde inquiétude. Selon lui, la possibilité qu'AJ soit libéré en 2024 est bien réelle et constituerait, à ses yeux, une atteinte douloureuse à la justice ainsi qu'à la sécurité publique.
Jeff Rosell, a déclaré sans détour « Je pense qu'il sera très probablement libéré lorsqu'il aura 25 ans. Et si cela se produit, ce sera une offense flagrante à la justice. » Cela va non seulement à l'encontre de l'équité, mais met également l'ensemble de la communauté en danger. En fin de compte, certains changements doivent être apportés à la justice des mineurs, une réforme de la justice des mineurs, bien sûr, mais une législation uniforme qui ne tient absolument pas compte de personnes comme Adrian. Nous avons eu des experts qui ont déclaré n'avoir jamais vu quelqu'un se présenter comme lui, jamais en 30 ans de carrière en tant que psychologue pour enfants. Quiconque pense que cette personne va être en bonne santé, réhabilitée et capable de réintégrer la société à l'âge de 25 ans se trompe. Selon la décision rendue, AJ devra rester soumis à une surveillance à vie par le biais de son inscription au registre national des délinquants et verser 22 000 $ au titre de la restitution. Toutefois, pour la famille de Maddie, aucune de ces mesures ne pourra jamais être suffisante. Son grand-père, Dan, a exprimé une profonde déception, estimant que la peine prononcée ignorait l'ensemble des éléments démontrant qu'AJ représentait un réel danger pour la société. Il a averti que l'application du Senate Bill 1391 ne se limiterait pas au seul cas de Maddie, mais pourrait également entraîner des conséquences catastrophiques dans des affaires similaires à l'avenir. Sarah Finn a déclaré qu'il serait très probablement libéré à 25 ans. Cette loi n'affecte pas seulement ma famille et notre communauté ici, mais aussi toute personne ayant subi un crime commis par un mineur. Et je crois à la réforme et à un système fondé sur une analyse approfondie et des preuves. Ce n'était pas un crime de vol ou de drogue. C'était un meurtre sociopathique. Tous les experts ont témoigné que AJ ne ressemble à aucun autre cas qu'ils aient jamais vu auparavant. Et c'est le prochain Edmund Kemper. Donc, nous devrions tous être terrifiés. Comment souhaitez-vous que le public se souvienne de votre fille ? Eh bien, Madison était l'amour de ma vie. Elle apportait de la joie à tous ceux qu'elle rencontrait. Elle était charmante, elle était brillante, elle était créative, artistique, aimante. Elle aimait tellement les animaux, surtout les chiens, les loups, très joueuse. Elle savait tenir tête aux adultes. Elle n'avait peur de rien, elle était belle, aimante, et elle est partie. Mais au moins, je saurai qu'elle restera toujours une parfaite petite fille de 8 ans. Et elle me manque. Il est terrifiant de penser qu'il pourrait être libéré à 25 ans, a déclaré le grand-père de Maddie. Cette loi ne touche pas seulement ma famille et cette communauté, mais toute personne qui a déjà dû endurer un crime commis par un mineur. Il a souligné qu'il n'était pas opposé à une réforme du système judiciaire, mais qu'une distinction claire devait être faite entre des erreurs d'adolescents et des crimes d'une nature profondément sociétale. Il ne s'agissait pas d'un vol mineur ni d'un acte lié à des substances. Il s'agissait d'un homicide aux conséquences graves pour la société. Les experts appelés à témoigner devant le tribunal ont partagé ce constat, affirmant qu'AJ présentait des schémas de comportement inhabituels, jamais observés au cours de leur décennie de carrière. Certains ont même averti qu'il pourrait devenir un autre Edmund Kemper. Pour cette raison, selon eux, la peur ressentie par la communauté était pleinement justifiée. Au milieu d'une douleur indescriptible, un lien profondément humain s'est pourtant créé entre Laura, la mère de Maddie, et Reggie, la mère d'AJ. Reggie a été anéantie en apprenant le crime de son fils, et des voisins l'ont souvent vu pleurer en silence près du mémorial dédié à Maddie. Laura s'asseyait alors à ses côtés, la prenait dans ses bras et lui murmurait qu'elle n'était pas responsable des actes de son fils. Elle a confié « Je l'aime sincèrement, car la vérité, c'est que ce jour-là, nous avons toutes les deux perdu nos enfants. C'est une tragédie qui ne peut être changée. Je ne la blâme pas. La douleur liée à la perte ne s'était pas encore apaisée que la famille de Maddie a été frappée par un nouveau choc. Son père avait l'habitude de conserver les cendres de sa fille dans sa voiture, comme une manière de garder Maddie près de lui. Mais lorsque le véhicule a été cambriolé, les cendres ont été volées. La famille a sombré dans le désespoir et, malgré des recherches intensives, elles n'ont jamais été retrouvées. Maddie était née et avait grandi au sein d'une communauté soudée, qui a trouvé de nombreuses façons d'entretenir sa mémoire.
parce qu'elle aimait profondément les animaux, et tout particulièrement les loups. Une sculpture de loup pensable a été réalisée sur la plage, et la communauté a organisé un événement intitulé Owl for Maddie, en hommage à son affection pour ces animaux. Le Rio Theatre a inscrit le nom de Maddie sur sa façade, et des portraits d'elle, réalisés par des artistes du Tannery Arts Center, ont été exposés dans l'ensemble du site. Par ailleurs, des centaines de personnes ont participé à une cérémonie célébrant la vie de Maddie. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, le maire Don Lane a solennellement proclamé le 5 octobre 2015, date de naissance de Maddie, Journée Madison Middleton, un hommage destiné à permettre à toute la ville de Santa Cruz de se souvenir d'elle. Pour transformer leur douleur en action, la famille a fondé le MCASC, Maddie Child Angel of Santa Cruz, avec pour devise « Before you go, let someone know ». L'organisation se consacre à l'éducation des enfants et des parents en matière de sécurité personnelle, en rappelant qu'un simple moment d'inattention peut mener à une tragédie. Mais pour la communauté du Tannery Arts Center, où Maddie a grandi, plus rien ne serait jamais comme avant. Un lieu autrefois perçu comme sûr et solidaire demeurait désormais marqué par un souvenir indélébile. Laura, plongée dans un deuil sans fin, parlait encore de sa fille comme de la lumière de sa vie. Maddie a été la plus grande joie que j'ai jamais connue. Elle était intelligente, joyeuse, généreuse, et elle faisait toujours naître un sourire sur le visage de chacun. Elle était la plus belle chose que j'ai jamais créée. L'histoire de Madison Maddie Middleton est l'un des récits de true crime les plus déchirants ayant jamais bouleversé les États-Unis, à partir d'un après-midi ordinaire au sein du complexe résidentiel du Tannery Arts Center. Une enfant de 8 ans est tombée entre les mains d'un adolescent de 15 ans en qui toute la communauté avait autrefois confiance. Cette affaire n'a pas seulement constitué une perte tragique, mais aussi un signal d'alarme sur la fragilité de la confiance et de la sécurité dans des lieux qui paraissent pourtant les plus familiers. Tout au long de leur quête de justice, la famille de Maddie a non seulement enduré une perte insupportable, mais a également dû faire face à une controverse juridique lorsque l'auteur des faits a été jugé en tant que mineur. Cela soulève une question essentielle. Le système de protection de l'enfance est-il réellement assez solide pour prévenir de telles tragédies? Ou s'agit-il d'un nouvel échec des services de protection de l'enfance? Une faille du droit qui offre, involontairement, une échappatoire aux auteurs d'actes graves? Pourtant, au cœur du chagrin, des élans d'humanité ont émergé. L'amitié inattendue entre Laura, la mère de Maddie, et Reggie, la mère d'Ajay Gonzalez, a montré que l'amour maternel peut dépasser la haine. De même, la création du MCASC par la famille, avec le message « Before you go, let someone know », a permis de transformer une douleur personnelle en une leçon collective, contribuant à sensibiliser la communauté à la protection des enfants. La leçon à tirer de l'affaire Maddie Middleton ne concerne pas uniquement les parents, mais la société tout entière. Les enfants sont les êtres les plus vulnérables, et les protéger n'est pas seulement la responsabilité d'une famille, mais un devoir collectif. Nous devons rester vigilants, attentifs et bienveillants afin qu'aucun autre enfant ne devienne le sujet d'un documentaire raconté à travers les larmes. Aujourd'hui encore, la communauté se souvient du nom de Maddie avec amour et respect. Mais surtout, sa disparition doit servir de moteur pour que la société continue de lutter, afin que la justice soit rendue et qu'aucune histoire de justice pour Maddie ne reste inachevée. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce récit bouleversant. Chaque mention, j'aime. Chaque partage et chaque commentaire permettent à la voix de ces jeunes victimes de porter plus loin, afin que davantage de personnes prennent conscience de ces réalités et s'unissent pour protéger les enfants. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune des histoires qui méritent encore d'être racontées. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo, là où une autre vérité attend d'être mise en lumière.